C'est l'histoire du prince Mwaga. Mwaga, en Maka, ça veut dire le petit gare, le gare, si vous voulez. Dans un village perdu dans la forêt équatoriale d'Afrique centrale, dans une petite maison, une case, comme ça s'appelle là-bas, c'est une case en terre battue, avec de la paille en guise de tôle ou de tuile. Dans ce petit village-là, où il n'y avait ni eau ni électricité, sans boutique, sans commerce, dans ce village où ne vivaient que des paysans dont la seule occupation se résumait en un seul mot, agriculture, agriculture matin, agriculture midi, agriculture soir, et à 16 heures, il commençait à faire nuit, tout doucement. 18 heures, on ne pouvait plus rien voir devant. Pas d'éclairage, évidemment. Dans ce village-là, ce petit village qui s'appelle Bigouenz, vivait une famille parmi quelques autres, agricultrices évidemment. À Bigouenz donc, vivait Mwaga et sa mère. Sa mère était devenue veuve depuis que son papa, le papa de Mwaga, avait été dévoré par un lion alors qu'il allait chasser du gibier pour nourrir sa famille dans la forêt, la grande forêt juste derrière le village. Mwaga était donc devenu orphelin. Il vivait tout seul avec sa maman. Comment c'était arrivé? Ce jour-là, le papa de Mwaga était parti, comme à son habitude, pour récupérer du gibier de ses pièges qu'il avait tendus la veille. Et c'est comme ça que les paysans vivaient, pour manger, pour avoir de la protéine. Alors Mwaga et sa maman étaient à la maison. Mwaga qui était dans les 7-8 ans, ils attendaient. Alors, ne voyant pas arriver son papa, alors que la nuit tombait, 6 heures le soir, on ne voyait plus rien. Et alors Mwaga et sa maman ont commencé à s'inquiéter, ce qui était normal. Où était donc passé le papa de Mwaga? Comment savoir? Personne n'osait aller dans cette forêt-là. Comment aller le chercher? Aucune femme n'avait le courage d'aller dans cette forêt. Tout fut d'arbres, une jungle, plein de gros animaux, les éléphants, les chimpanzés, les gorilles, les serpents. Alors pas de petits serpents, hein? Enfin pas que des petits serpents, de grands serpents, de petits, de grands, de longs, de larges. Et on a raconté même, les copains de Mwaga lui avaient dit un jour, dans cette forêt-là, il y a un serpent capable d'avaler un être entier, un être humain. C'est-à-dire comme le grand-papa, le papa qui est grand et gros de Mwaga, grand et fort, son papa. Et alors, Mwaga s'est dit, s'il y a un serpent capable d'avaler un homme comme mon papa qui est si fort, qui est si grand, alors c'est même pas la peine d'imaginer que j'irai dans cette forêt-là, hein? J'irai jamais. Et sa maman encore moins, parce que parmi toutes les autres femmes du village, aucune d'elles n'osait entrer dans cette forêt. Elles se contentaient de faire leur champ, leur petit jardin pour pouvoir manger tout le long de la piste du village, parce que là, il y avait de l'herbe facile à défricher et le sol de ce village-là, la terre était assez fertile pour qu'on plante tout ce qu'on pouvait et qu'on puisse récolter ce qu'il fallait pour nourrir la famille. Alors les hommes, sachant qu'il fallait quand même trouver de la protéine pour la famille, c'était les hommes qui avaient le courage d'accéder à la forêt. Cette forêt-là qui s'appelle Kwamb. Kwamb. Il suffisait de dire, je vais à Kwamb. Et il y avait déjà des gens qui s'inquiétaient autour. Mais les hommes, c'est des gars costauds, c'est des plus forts, ils ont de la famille à nourrir, il faut de la protéine pour la famille. Et puis d'ailleurs, quand la maman de Mwaga pouvait faire du gibier bien pimenté, bien épicé, alors c'était royal, tout le monde se régalait. Donc, le papa de Mwaga avait pris l'habitude, comme tous les autres hommes du village, de Bigouenz, d'aller en forêt, d'aller à Kwamb pour aller chercher du gibier. Et donc ce jour-là, il est parti, le ciel était couvert, il allait y avoir un orage, mais le papa de Mwaga, il n'a pas eu peur. C'est un intrépide, c'est un téméraire, c'est un courageux. Et il s'est dit, je ne vais pas quand même trembler devant une petite pluie. Sauf que dans cette forêt-là, à Kwamb là-bas,
tellement les arbres ils étaient hauts, on ne voyait jamais le ciel. Donc déjà à 4 heures l'après-midi, alors que le soleil normalement brillait dans le village, à Kwambe, c'était déjà la pénombre. Parce que tous les arbres avec leur grand feuillage couvraient tout. On ne voyait rien. Et ce jour-là, plus les nuages de l'orage, c'était encore beaucoup moins visible à Kwambe. Kwambe, la forêt, je redis. Et donc, le papa de Mwaga, comme d'habitude, il s'est dit, bon, je ne vais pas trembler devant un petit orage, je vais y aller. Surpris donc par l'orage, parce que quelque part, il espérait quand même rentrer avant le début de l'orage, surpris par cet orage, avec son gibier dans les bras, le papa de Mwaga s'est abrité sous un arbre. Cet arbre-là, le plus grand de la forêt, qui peut donner de l'ombre, qui peut aussi protéger contre la pluie. Et bien le Moabi, qui s'appelle cet arbre, alors le papa de Mwaga, il s'est abrité dessous, en se disant, quand même là, je suis en sécurité, je vois tout ce qui peut venir autour. Parce que l'avantage de la forêt, c'est que puisque les arbres sont très très grands, il y a moins d'herbe en bas. Donc, vous ne marchez pas dans l'herbe, vous voyez bien, vous mettez vos pieds. Parce qu'il y a assez d'espace pour marcher. Et puis la piste de Kwambe, tous les hommes la prenaient tous les jours, ils y allaient, ils revenaient. Ça fait que la piste, il n'y avait pas de l'herbe qui poussait sous les pieds des passants. Sous l'arbre non plus, à part quelques petites mousses, vous savez, des petites mousses qui s'accrochaient à l'arbre. Donc, le papa de Mwaga, il s'est mis là et il s'est dit, ben là, je suis quand même en sécurité. Erreur! Pendant qu'il essayait de s'assoupir en se disant, bon, puisque ça ne s'arrête pas de tomber, je vais dormir un petit peu. Et puis après, je récupère des forces pour pouvoir rentrer au village. Et bien c'est là, alors qu'il avait baissé la garde, c'est là qu'il avait posé sa machette juste à ses pieds. Et c'est là qu'un lion qui n'avait trouvé pour lieu de sieste que cet arbre-là, et lui aussi se cachant de la pluie, ce lion-là lui a sauté dessus, a mangé le papa de Mwaga. Et c'est comme ça qu'il n'a pas pu rentrer rejoindre sa famille, bien après l'orage, bien après la nuit, bien après des jours. 2-3 jours après, la maman de Mwaga, qui s'en va donc voir le chef du village pour dire, écoute chef, ça fait 3 jours que mon mari n'est pas revenu de Kwambe. Il était allé pour nous chercher du gibier. Nous l'avons attendu, mon fils et moi. Or, il ne rentre pas. Que puis-je faire, chef? Et c'est là que le chef s'en va appeler tous les hommes du village et leur dire, écoutez, on va faire une battue, on va chercher le papa de Mwaga, c'est pas normal. Vous savez très bien à Kwambe, il ne faut pas aller rester longtemps. Quand on y va, il faut penser à rentrer. C'est comme ça que tout le monde s'en va dans la forêt, tous les hommes s'en vont en forêt pour aller chercher le papa de Mwaga. Pendant ce temps, la maman de Mwaga, oh Seigneur, pourvu qu'il ne soit pas mort. Mon Dieu, protège-le, protège le père de mon fils, protège le papa de Mwaga. Et Mwaga avec sa maman, maman, tu crois qu'il va rentrer? Maman, tu penses qu'il va revenir? Malheureusement, en fin d'après-midi, quand les hommes rentrent du village, ils ont retrouvé le sac, la gibecière du papa de Mwaga au pied du Moabi et sa machette à côté. Et ils ont donc compris que quelque chose de grave lui était arrivé. Sachant donc que le seul animal pouvant terrasser le costaud papa de Mwaga dans la forêt ne pouvait être qu'un lion. C'est ainsi que les hommes en ont conclu que le lion avait mangé le papa de Mwaga. Et depuis ce temps, Mwaga vivait tout seul, orphelin, avec sa maman. Et puis, il est devenu un jeune homme. Sa maman a tout fait pour lui donner la meilleure éducation du monde, pensant de temps en temps aller prendre conseil auprès du chef du village, auprès des cousins du papa de Mwaga, auprès des vieillards du village, quand il y avait une question concernant son fils, qu'elle seule ne pouvait pas, dont elle seule ne pouvait pas trouver la réponse. C'est ainsi que quand Mwaga devient un jeune homme, sa maman, qui avait déjà ce projet longtemps depuis le jour même où son père, son mari a été dévoré par un lion en forêt,
s'est dit, jamais mon fils n'ira dans cette forêt. Je ne voudrais pas qu'il finisse comme son père. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle mijotait son petit plan. Une fois que Mwaga était devenu un beau jeune homme costaud et fort, un matin, elle s'amène dans la chambre de Mwaga et lui dit, mon fils, écoute-moi bien. Toi, tu ne mourras pas comme ton père dans la forêt. Je voudrais pouvoir voir mes petits-enfants naître. Je voudrais pouvoir les accompagner au champ, à la rivière, au jeu et être fier. Tu es le seul homme qu'il me reste parce que tu es le représentant de ton père à mes yeux. Je voudrais que tu aies une autre vie, un autre avenir. Moi, gars, tu vas aller à la ville lointaine pour aller chercher du travail. Oui, bien sûr, maman, c'est comme tu veux. Mwaga qui était si bien éduquée, si bien élevée, bien sage, dit à sa mère, eh bien, dès demain matin, maman, dès que je me lève, eh bien, je vais y aller. Et c'est comme ça que l'histoire de Mwaga commence. Le premier jour, Mwaga s'en va en ville. La ville d'à côté, c'est Abomban. Mwaga s'en va en Bomban, à pied bien sûr, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de voiture, pas de vélo, pas de... Alors, il fallait se lever aux aurores, marcher pour arriver où on voulait aller. Et puis, c'est comme ça que Mwaga s'en va, et puis il cherche du travail. Il arrive chez un premier patron qui lui dit, bah, écoute, j'ai des choses à te faire, puis à la fin de la journée, je te payerai. À cette époque-là, on payait les gens en toutes sortes d'argent. Ça pouvait être des pièces d'or, ça pouvait être un morceau de tissu, ça pouvait être un morceau de pagne, ça pouvait être de quoi manger. En fait, c'était à la bonne volonté, au bon vouloir du patron. Et en fonction de ce que vous lui avez rendu comme travail. Ce jour-là, Mwaga donc, ayant travaillé toute la journée, eh bien, il était payé par le nouveau patron. C'est ainsi que Mwaga est rentré tout content. Mais alors, qu'est-ce qu'on lui a donné comme argent? Une pièce d'or, ce qui était déjà pas mal à l'époque, parce que de l'or, même aujourd'hui encore, l'or, ça vaut de l'or. Mwaga a été donc payé par une pièce d'or. Mais trop content d'avoir gagné une pièce d'or, Mwaga s'est mis à jouer. On l'a jeté en l'air, l'a jeté, l'a rattrapé, l'a jeté, l'a rattrapé, tout en courant pour rentrer au village, tout en courant pour rentrer à Bigwens, tout en courant pour rentrer, se pressant de rentrer avant la nuit, pour que sa mère ne s'inquiète pas. Et voilà comment Mwaga arrive au village, et que maman lui dit, ben, alors mon fils, t'as trouvé du travail? Oui maman, j'ai été payé. Mais je ne retrouve plus la pièce. Où est-elle? Je l'avais dans la main. Mais qu'est-ce que tu en as fait alors, mon fils? Ben, ah oui, en fait, maman, c'est-à-dire qu'il m'a donné une pièce d'or, le patron. Alors, j'étais tellement content, je l'ai lancée en l'air, je l'ai jetée en l'air, je l'ai jetée en l'air, je l'ai rattrapée, je l'ai jetée en... Et là, je me rends compte que je ne l'ai plus. Je ne sais pas où elle est passée, maman. Je ne sais même pas où aller commencer à chercher. Ben alors, moi, gars, maman s'est dit, bon, c'est pas grave, mon fils. Demain, tu retourneras. Demain est un autre jour, tu repartiras. Et là, quand on te payera, mon fils, cette fois-ci, mais ce qu'on te donnera dans la poche. Mais ce qu'on te donnera dans la poche. Oui, maman, je ferai comme ça, je te promets. Demain, je repars. Et le lendemain, Mwaga est reparti pour aller travailler. Mwaga trouve du travail. Cette fois-ci, on lui donne 4 avocats bien mûrs comme salaire. Mwaga, bien poli et respectueux des ordres de sa maman, des conseils de sa mère. Mwaga qui écoute, qui est donc très poli, qui est obéissant surtout, prend les avocats, met dans les poches de son pantalon et le voilà qui s'en va à la maison. Et Mwaga marche vite en courant, très content, chantonnant, en disant « Oh, il faut vite que j'aille voir maman pour une fois que je vais pouvoir ramener ce qu'on m'a payé sans le perdre sur la route. » Et quand il arrive à la maison, les avocats qui étaient mûrs, tout écrasé dans les poches et qui dégoulinaient comme une purée dans les pieds du pantalon. Oh, alors, Mwaga? Bon, maman, qui est toujours gentille et compréhensive, va dire, écoute mon fils, demain, si on te donne quelque chose comme salaire, demande un récipient et mets tout dedans, puis tu poses sur la tête.
Tu sais que nous, on a l'habitude de porter des récipients sur la tête. Même pas besoin de mettre les mains. Tu as ton récipient sur la tête, tu marches et tu rentres à la maison. Demain, si on te donne quelque chose, tu fais ça. D'accord, mon fils? Oui, maman. Et le 3e jour, Mouaga est reparti. Mouaga est reparti, trop content. Cette fois-ci, je pourrais ramener ce qu'il me faut, ce qu'on me payera. Au moins, maman sera fière de moi. Et voilà Mouaga qui s'en va. Il travaille en fin de journée. Qu'est-ce qu'on lui donne comme salaire? Des grains de maïs séchés. Tout un tas de maïs séché et grainé. Alors Mouaga dit, est-ce que vous n'auriez pas un récipient à me prêter? Je vous le ramènerai demain matin, sans faute. Bien sûr, Mouaga, il n'y a pas de souci. Tu travailles bien, tu es gentil, tu es poli, tu es obéissant, tu es respectueux des règles. Pourquoi pas, on va te donner ce récipient. Et ils lui ont prêté une calebasse ouverte que Mouaga pouvait mettre sur sa tête. Et c'est comme ça qu'il prend le grain de maïs, il met dans la calebasse. Et Mouaga, en train de rentrer tranquille, même pas besoin de mettre les mains pour tenir sa tête, tranquille, l'équilibre. Mouaga rentre à la maison. Quand il arrive, il va pour enlever la calebasse et poser à sa mère, devant sa mère, pour lui dire, maman, on m'a payé en grain de maïs. Plus un seul grain de maïs dans la calebasse. Et c'est là où, en regardant un petit peu sur son chemin, se rappelle Mouaga qu'il y avait plein d'oiseaux qui le suivaient. Il ne savait pas pourquoi les oiseaux étaient autour de lui. Il se disait, bah, ils me font la fête parce qu'ils sont contents de me voir entrer avec mon salaire à la maison. Et Mouaga comprend que ces oiseaux étaient bonnement en train de manger des grains de son maïs sur sa tête pendant que lui, il marchait. Et là, maman, une fois de plus compréhensive, va dire, mon fils, ce n'est pas grave. Demain, quand on te donnera quelque chose, attache-le dans un sac. Tiens ce sac, cette gibecière, tu mettras ce qu'on te donnera le salaire demain là-dedans. Et puis, tu traîneras comme ça par terre en rentrant quand tu viens. Parce que si je te dis de le poser à l'épaule, ça va peut-être être lourd. Tu traîneras, tu mettras ce qu'on te donnera dans cette gibecière, la gibecière de ton père d'ailleurs. Tu mettras là-dedans et puis tu traîneras par terre. Ça sera moins lourd comme ça et puis tu ramèneras. Voici que Mouaga repart le lendemain. Et qu'est-ce qu'il reçoit cette fois-ci en salaire? Mouaga reçoit un gigot de mouton. Un gigot de mouton. Un énorme gigot qui ne pouvait même pas complètement rentrer dans sa gibecière. Et Mouaga, respectueux des consignes de sa mère, rentre une partie du gigot dans la gibecière, une autre partie traîne au sol et il rentre à la maison tranquillement en se disant, cette fois-ci maman aura mon salaire, cette fois-ci maman verra bien mon salaire aujourd'hui. Mouaga arrive à la maison. Tous les chiens qui le suivaient derrière, tous les chiens errants, ils étaient derrière en train de bouffer le gigot. Il ne lui restait plus que l'os quand il est rentré à la maison. Les chiens avaient tout bouffé, avaient mangé le gigot tout le long de son trajet et lui, s'était même pas rendu compte tellement il était dans sa tête ému et pressé d'aller présenter enfin son salaire à sa mère. Mouaga, une fois de plus, n'a rien pu donner à sa mère. Mais mon fils, c'est pas grave, ne t'inquiète pas, mon chéri. L'essentiel, c'est déjà que tu puisses aller travailler. Écoute-moi bien, mon fils. Demain, si on te donne encore quelque chose comme salaire, écoute, pose-le sur tes épaules. Tu es sûr que là, même si des chiens viennent derrière toi, ils ne pourront pas y accéder parce que toi, tu es grand, tu poseras sur tes épaules et tu tiendras bien ferme des deux mains comme ça en rentrant à la maison. Et qu'est-ce qui se passe? Devinez la suite. Mouaga est reparti travailler. Et hop, travailler. Là, il a été dans un ranch cette fois-ci. Il a travaillé dur comme tout. Et pour le remercier, quand il a fini sa journée, le patron du ranch lui a offert une jument. Une jument capable de transporter Mouaga. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Mouaga, respectueux, poli, toujours prêt à faire ce que sa mère lui demande, donc obéissant. Mouaga s'est dit, bon, cette fois-ci, je ne manquerai pas d'exécuter les conseils de ma mère. Il a empoigné la jument des 4 pattes, une main pour 2 pattes,
une autre main pour les pattes arrière. Et hop, sur ses épaules. Et voilà la jument qui essaie de descendre, Mouaga qui la remet en place. Il avance, la jument qui essaie de redescendre, Mouaga qui l'empoigne à nouveau, qui avance, la jument qui essaie de redescendre, Mouaga qui l'empoigne à nouveau. Or, dans ce village-là, à Bomban, il fallait passer dans un quartier de riches où habitait le roi. Le roi qui habitait donc à Abondoum. Le roi de Abondoum, qui avait une fille. Sa fille avait été frappée par un mauvais sort. Un sorcier lui avait cloué le bec, comme on pourrait dire. Le sorcier l'avait maudite en disant, tu parleras plus jamais. Tu ne pourras parler que si tu arrives à rire aux éclats. L'antidote de la maladie de cette belle princesse, magnifique princesse d'Abondoum, le seul antidote au sort qu'elle avait reçu de ce sorcier-là, c'était qu'elle rit aux éclats. Or, il n'y avait jamais rien qui se passait. Elle avait beau essayer de rigoler, rien ne lui faisait vraiment rire aux éclats. Parce qu'il fallait que son père, d'où qu'il soit dans la résidence, dans le palais royal, l'entende crier aux éclats, rire aux éclats, pour qu'il puisse revenir. Et à ce moment-là, enfin, elle pourrait expliquer à son père la raison pour laquelle elle avait ri aux éclats. Et voilà, c'était le moment où la princesse allait faire sa promenade le soir. Elle marchait dans les jardins, puis elle a ouvert le portail du palais pour aller voir un peu ce qui se passe dehors comme à son habitude. Et juste au moment où elle ouvre le portail du palais, qui passe? Qui c'est qu'elle voit passer? Mouaga, avec sa jument sur le dos, sur les épaules. La jument qui essaie de redescendre et Mouaga qui l'empoigne, il la remet en place, essaie d'avancer, de courir. La jument qui essaie de redescendre et Mouaga qui l'empoigne et la remet en place. Et voici comment la princesse regarde ce spectacle et part d'un rire, mais aux éclats. Ah, papa, papa, papa. Oui, mais ma fille, tu m'appelles? Qu'est-ce qui se passe? Tu parles? Oui, papa, tu te rends compte? D'habitude, quand on a une jument ou un cheval, ben c'est cet animal-là qui vous porte, vous montez dessus et puis vous amène où vous voulez aller. Et puis moi, je viens de voir un truc spécial, quelque chose d'extraordinaire, papa. Je ne m'empêche pas de rire. Je ne vais pas m'empêcher de rire. Et papa, je suis trop contente d'arriver à reparler. Il est où ce mec qui t'a fait parler? Mais il est passé, papa, il est parti par là. Je m'en remets pas, je te jure, je l'ai vu passer, il est parti par là. Or, le roi avait promis sa fille à celui qui arriverait à faire rigoler sa fille aux éclats, c'est-à-dire à celui qui lui rendrait la parole. Et voilà comment Mouaga, l'orphelin Mouaga, le pauvre Mouaga du village Bigouins là-bas, a donc réussi l'exploit de refaire parler la fille du roi, la fille unique du roi. Le roi prend ses sbires et dit à tous ses chevaliers, allez me chercher ce garçon-là qui est en train de partir de l'autre côté, après Abondoum qui s'en va vers de l'autre côté. Allez me le chercher, ramenez-le-moi ici avec sa jument sur les épaules comme ça là. Et c'est comme ça qu'on est allé chercher Mouaga. On a ramené Mouaga au palais et la fille, une fois qu'elle a vu Mouaga, elle a reparti d'un rire. Et là, le père a dit, écoute mon petit garçon, d'abord tu es un beau garçon, j'ai toujours rêvé d'avoir un fils, maintenant je t'ai. Parce que tu vas épouser ma fille, parce que tu as réussi là où personne n'a réussi. Tu as réussi là où tout le monde a échoué. Et voici ta réussite, c'est que tu as fait parler ma fille, tu as redonné la parole à ma fille, tu as fait en sorte que ma fille reparle. Et donc, tu vas devenir mon gendre et plus tard, le roi. Parce que tu es mon gendre, tu es déjà le prince. Je vais t'établir sur mon royaume, dans ce palais, et tu vas habiter là. Et Morga qui dit, mais il y a ma mère à Bigouins. Est-ce qu'on peut aller chercher ma mère? Bien sûr, ta mère est ici chez elle, vous vous installez là, elle prend ses quartiers derrière le palais, et elle aura des serviteurs, elle aura des personnes à son service, tout ce qu'elle voudra, elle l'aura. Parce que toi, tu as fait parler ma fille.
Et il n'y a pas mieux que ça dans la vie pour moi. C'est le bonheur de ma fille qui compte avant tout. Et je trouve que tu es un garçon gentil, poli et altruiste, qui pense même aussi à sa mère, qui ne se dit pas « je vais profiter de la vie pour moi seul » sans penser à ma mère. La moralité de cette histoire, mon ami qui m'écoute, la moralité de cette histoire, c'est qu'il ne faut jamais se moquer du plus petit que soi, d'une part, et puis il faut toujours garder la foi, se dire, on va y arriver, on va y arriver. Mais avant toutes ces choses-là, surtout, écoutez ses parents, écoutez ses parents, écoutez ses parents, respectez ses parents, faire en sorte que on vive heureux, c'est en passant par l'écoute des parents, l'obéissance. Et même quand on a un esprit aussi simple que moi, gars, on arrive à décrocher l'or, on arrive à décrocher un palais royal. Est-ce que c'est pas intéressant cette histoire? À très bientôt.